Messieurs et dames, bienvenue au rendez-vous de l'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Les titres. Les attaques terroristes contre les populations civiles restent monnaie courante dans le cercle de Massina. C'est ainsi que dans la nuit du 12 au 13 février 2025, des marchés et des boutiques de plusieurs villages de la commune rurale de Kolongo-Tomo dans le cercle de Massina ont été brûlés par des terroristes. Les détails dans quelques instants. La migration irrégulière, bien que déconseillée, reste en vogue malgré de multiples campagnes de sensibilisation. Au moins 440 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako courant le mois de février 2025. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré la journée mondiale de la radio. Sauf que cette année, les nouveaux montants des redevances décidés par les autorités à l'encontre des médias viennent gâcher la bonne ambiance autour de cette célébration. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. 43 milliards de francs CFA pour soulager les victimes des inondations au Mali. Évidemment, ce mercredi, une lumière d'espoir a éclairé la situation des victimes des récentes inondations au Mali. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, a officiellement lancé la distribution de vivres et de non-vivres destinés à soutenir les sinistrés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de résilience urbaine de Bamako, Pruba, qui va soutenir 343 909 personnes. On fait le point avec Lolomadi Bati. Cette initiative fait partie intégrante du projet de résilience urbaine de Bamako, Pruba, qui bénéficie d'un financement de 44 milliards de francs CFA, en grande partie grâce à l'appui de la Banque mondiale, avec l'objectif d'assister plus de 343 000 personnes touchées par les inondations. Le projet vise à apporter une aide tangible et immédiate aux sinistrés répartis à travers les 19 régions et les districts de Bamako. Ces acquisitions concernent principalement les produits ci-après: 3100 tonnes de riz, 3100 tonnes de mil, 690 tonnes de sucre, 343 tonnes de sel, 172 000 moustiquaires, 172 000 couvertures, 172 000 nattes, 400 tonnes et 17 000 kits scolaires. La distribution de ces vivres et nos vivres permettront d'assister, comme a dit ma collègue en charge du développement social, 340 000 personnes sinistrées réparties dans les 19 régions et les districts de Bamako. La distribution de ces aides est un soulagement pour de nombreuses familles qui ont perdu leurs biens et se retrouvent dans des conditions précaires après les intempéries. Ces plans d'action, estimés à 73 millions de dollars, soit 43 milliards de francs CFA, va permettre de restaurer les infrastructures et les services urbains affectés dans les secteurs de l'assainissement, de la santé, du transport, de l'éducation et de l'agriculture. Renforcer les capacités de réponse aux urgences de la protection civile. L'impact de ces projets sera scruté de près tant par la population que par les institutions impliquées pour assurer un suivi efficace et adapté aux besoins des victimes. Je lance un appel aux autorités régionales et locales pour faire de la présente opération une réussite totale au bénéfice des vrais bénéficiaires. Aux différents bénéficiaires, je voudrais vous dire que cette action, loin d'être une charité ou une réparation de dommages, mais un geste de solidarité et de partage avec des compatriotes qui, à un moment donné, ont été victimes des aléas de la nature. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude et leur espoir de voir leur situation s'améliorer grâce à cette assistance, marquant une étape significative vers la reconstruction et le relèvement de leur communauté. Vraiment, nous sommes très heureux, très contents vraiment pour cette donation. Nous remercions vraiment les donateurs et que vraiment Allah vraiment protège le Mali. Ce geste, c'est un soulagement. Les vivres et les non-vivres, vraiment nous avons besoin de ça, et réellement.
Nous avons besoin de ça. Ça a été un grand soulagement pour nous, bénéficiaires. Le projet Pruba ne se limite pas à une aide ponctuelle, mais s'inscrit dans une démarche plus vaste de renforcement des résiliences urbaines, contribuant ainsi à prévenir d'éventuelles crises. Restons dans le même registre. Ibrahima Koulibaly, un Malien résident aux États-Unis d'Amérique, a fait un don de vivres et de non-vivres ainsi qu'une somme symbolique aux femmes des veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Par ce don, il compte apporter son soutien et sa solidarité à ces familles nécessiteuses. C'était hier mercredi à la direction du service social des armées. Le point avec Keita Gabriel. Depuis plus de 10 ans, le Mali est en guerre contre les forces du mal. Cette lutte a fait des dégâts inestimables, des centaines de milliers de déplacés, blessés et des pertes en vies humaines. Sensible à cette situation, Ibrahima Koulibaly, un Malien résident aux USA, a voulu redonner le sourire aux femmes veuves et aux orphelins des militaires et paramilitaires en leur apportant des vivres et des non-vivres. Ce geste intervient à 2 semaines du mois de Ramadan, pour aider ces familles à mieux aborder ces mois particulièrement difficiles. Ce geste est une reconnaissance à nos femmes pour leur bravoure et leur détermination à œuvrer pour la paix et la sécurité de notre pays. Ce don est composé de 45 sacs de riz, 45 sacs de sucre, 45 bidons d'huile de 5 litres, 45 sacs de lait en poudre. Et tout ça, c'est pour redonner le sourire aux femmes veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. Les bénéficiaires, visiblement émus par cette aide, ont exprimé leur gratitude et leur soulagement. Je suis très contente aujourd'hui. En cette période de cherté, s'il y a des bonnes volontés qui nous viennent en aide, nous ne pouvons que les remercier. Nous ne pouvons que remercier les donateurs pour ces gestes. La direction du service social des armées, qui s'efforce constamment à améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs familles, a salué ce geste de solidarité. Selon le directeur, cette contribution vient renforcer les efforts quotidiens et témoigne de la compassion d'un patriote pour ceux qui souffrent. Ainsi, il me plaît ici de vous rendre un hommage mérité en tant que donateur infatigable pour vos efforts considérables ainsi que vos soucis constants du bien-être des veuves et des orphelins. Par conséquent, notre structure apprécie hautement ces efforts qui s'inscrivent dans le cadre de l'assistance et l'amélioration des conditions de vie des familles des militaires. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons aux bénéficiaires, marquant un moment de fraternité et d'espoir pour les familles affectées. Ce type d'initiative met en lumière l'importance de l'entraide dans les moments difficiles. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'école de formation démocratique et politique phase 2, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a organisé un panel ce jeudi 13 février 2025 dans un hôtel de la place sur le thème « Vérification des faits et lutte contre la désinformation, des leviers pour la démocratie et la paix ». Cet événement qui marque la rentrée de la nouvelle cohorte de formation des auditeurs des écoles politiques et démocratiques de 2025 vise à expliquer les causes, les conséquences ainsi que les motivations qui sont derrière la désinformation. C'est ce que nous dit Oumar Kouita. C'est sur ce thème, vérification des faits et lutte contre la désinformation, des leviers pour la démocratie et la paix, que débute la formation de cette nouvelle vague des écoles politiques et démocratiques de 2025. Pendant 2 heures, les panélistes et les auditeurs ont échangé sur les causes et les conséquences de ces fléaux. Donc je pense que ce genre de sensibilisation typiquement ciblée permet de renforcer la capacité des jeunes, de les doter de techniques de vérification, d'information, mais aussi de comprendre les enjeux liés à la désinformation. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose, c'est une initiative que moi j'encourage fortement.
Pour les responsables des NIMD, cet exercice vise à imprégner les auditeurs de l'impact de la désinformation. Il s'agit des futurs leaders politiques et démocratiques que nous formons au sein de l'école. Donc il y a beaucoup d'activités que nous menons. Parmi ces activités, aujourd'hui, nous sommes en train d'animer le débat thématique. Le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un thème d'actualité, un thème très intéressant qui se porte sur la désinformation. Parce qu'on a compris que c'est un fléau qui est en train de créer beaucoup de problèmes au niveau du Mali actuellement, qui, dans un pays comme le Mali, avec l'instabilité, avec les questions d'insécurité, donc nous sommes dit que vraiment la désinformation n'est pas du tout intéressante dans ce cadre-là. Donc il faut vraiment informer les gens pour qu'il y ait l'union, donc éviter que les gens ne fassent pas, comme on appelle, passer des mauvaises informations pour permettre la cohésion sociale. Vous étiez à peu près 300 à participer aux auditions. Vous êtes 60 au bout du compte à pouvoir participer à cette formation. Je vous en félicite et j'espère que vous saurez vous montrer digne de ce privilège que vous avez, pas seulement en étant motivé, assidu en salle, mais aussi en étant un relais de tout ce que vous allez apprendre. Cette leçon inaugurale a été appréciée par les nouveaux auditeurs. J'avoue, je suis requinqué vraiment par la qualité de leur présentation qui portait sur la désinformation. Parce que juste après le panel, j'ai appris ce que c'est que la désinformation, les formes de désinformation, la mésinformation, la malinformation, ainsi de suite. Et ces acquis-là vont quand même me permettre, ce qu'on appelle, d'impacter positivement ma population, ma communauté, par rapport à la divulgation, à la prolifération des informations. Le projet d'école de formation démocratique et politique, financé par l'Union européenne au Mali, a formé plus de 350 jeunes à Bamako, Mopti et Sikasso depuis 2021. Par ailleurs, la journée porte ouverte de l'hôpital du Mali, couplée à la cérémonie du démarrage des activités de la radiothérapie, a eu lieu ce jeudi 13 février 2025. Il s'agit, à travers cette initiative de la direction de l'hôpital, d'informer la population malienne sur les offres des services de l'hôpital du Mali. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Santé et du Développement social. Awasanogo, Zakaria Omar Keita pour le compte-rendu. Cette journée porte ouverte de l'hôpital du Mali entre dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation de la population sur les potentialités, les capacités et les offres de services dans le cadre de la prise en charge des maladies dans les structures de santé. Elle a été une occasion pour la directrice de l'hôpital du Mali de saluer les efforts du gouvernement de la transition pour le renforcement du plateau technique. À la reprise des activités de la radiothérapie, elle est la réalisation d'un rêve pour cet hôpital soutenu par le département en charge de la santé. Grâce à votre leadership, l'hôpital a pu bénéficier des équipements de pointe, tels que l'imagerie, l'accélérateur linéaire, le scanner, et nous avons aussi des équipements par rapport à la procuration médicalement assistée. Merci pour tout ce que vous faites pour l'hôpital du Mali. Malgré ces efforts, l'hôpital du Mali est toujours confronté à des difficultés selon la directrice. L'hôpital du Mali a été vite confronté par le dépassement des capacités d'accueil. À titre d'illustration, en 2015, la consultation en moyenne par jour était de 130. Et en 2024, nous sommes passés à 275. C'est pour dire que nous attendons beaucoup de vous pour relever les différents défis à travers l'extension de nos services d'admission, de la pharmacie, du bloc opératoire. Et de l'autre côté aussi, ça nous fait à peu près 5 ans, nous n'avons pas reçu de budget spécial d'investissement. Cette journée a été une occasion pour le ministre de la Santé et du Développement social d'inviter l'ensemble du personnel de l'hôpital du Mali à redoubler d'efforts afin d'offrir les meilleurs soins à la population malienne. En dépit des efforts fournis par le personnel de l'hôpital du Mali, illustrant la bonne presse de cette structure, c'est l'occasion pour moi de vous demander de renforcer l'assiduité et la ponctualité au niveau des services, car ces nouvelles acquisitions vont permettre à l'hôpital du Mali d'améliorer la qualité de l'offre de soins aux patients. Madame la directrice, avec l'accompagnement des plus hautes autorités, notamment le ministre de l'Économie et des Finances, qui a toujours été attentif à nos demandes et grâce à qui nous parvenons à acquérir des appareils de dernière génération pour donner espoir aux malades,
vous donner l'assurance d'un appui pour la poursuite des travaux d'extension de l'hôpital. Il faut noter que l'accélérateur linéaire pour la radiothérapie des cas de cancer peut prendre 70 à 80 patients par jour. Chaque 13 février, la journée internationale de la radio est célébrée pour mettre en lumière le rôle fondamental de ce média dans la promotion de l'information, de l'éducation et de la culture à travers le monde. Malgré ce rôle important qu'il joue au Mali, l'édition 2025 de cette journée est célébrée à un moment de tension, d'inquiétude chez les autres acteurs médiatiques en général et les hommes de la radio en particulier qui voient leur avenir menacé par les nouveaux montants de redevances décidés par les autorités. C'est dans cette situation tendue que la journée de la radio a été célébrée aujourd'hui à la Maison de la Presse. Le compte-rendu est signé Diakité Lassina. C'est dans un contexte de crise que les radios maliennes fêtent leur journée. La fête de la radio, loin d'être uniquement une occasion de célébrer ses réussites, est devenue un terrain d'expression de lutte des acteurs des médias confrontés à des réalités économiques dramatiques. En effet, le gouvernement malien a décidé d'augmenter les redevances annuelles des radios, une mesure qui a rapidement suscité des réactions et des appels à l'annulation des acteurs. De nombreux directeurs des radios ont exprimé leur incapacité à s'acquitter de cette nouvelle redevance. Les radios, en particulier celles des régions, se trouvent confrontées à une réalité complexe. Non, cette augmentation-là, aujourd'hui, on ne pourrait vraiment pas faire face. En ce sens que primo, aujourd'hui, nous, on est confrontés à un problème énergétique sévère à Ségou. On a l'électricité 12 heures, presque 10 heures par jour. Et en plus, aujourd'hui, tous nos partenaires, que ce soit les ONG, que ce soit les opérateurs économiques, aujourd'hui ne se manifestent plus pour faire. Eux aussi nous disent qu'ils sont confrontés à des problèmes. Donc aujourd'hui on a un problème financier criard, ce qui ne nous permet pas vraiment de faire face à cette nouvelle augmentation. Bon, moi je pense que ça c'est de trop, vu que le montant qui était fixé, les radios ne parvenaient pas à payer ça correctement. Bon, si on essaie d'augmenter ça, donc ça va finir par la fermeture de beaucoup de radios. Les radios ne pourront pas faire face à cette nouvelle redevance-là. Le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali a demandé l'annulation pure et simple de cet arrêté. Il voit en cela non seulement un fardeau financier, mais une façon de remettre en cause la liberté d'expression et la diversité médiatique. Nous vous demandons de vous impliquer personnellement pour la suspension pure et simple de cette nouvelle mesure qui constitue pour nous la signature de l'arrêt des morts des médias maliens. Lesquels médias qui se battent nuit et jour pour accompagner les Maliens dans leur quête de paix et de vivre ensemble. En cette journée spéciale dédiée à la radio, je voudrais réitérer cet appel comme je l'ai fait l'année dernière. Voyons ensemble comment nous pourrions faire revivre et renaître de ces cendres le Festival Biennale Ondes de Liberté. Un rendez-vous important qui permet de statuer sur l'ensemble des questions relatives aux médiums radio. C'est à travers ces genres de forats qu'on peut trouver des solutions aux véritables problèmes auxquels les radios maliennes sont confrontées. Le président de la Maison de la Presse du Mali a dénoncé cette décision, soulignant qu'elle a été prise sans concertation préalable avec les professionnels des médias. Aujourd'hui, les décisions prises à la verticale sans concertation ne servent ni leurs auteurs, ni la presse, encore moins la transition. Restons dans les bons rapports qui ont toujours existé entre les partenaires médias. Les partenaires médias maliens sont d'abord le ministère, la HAC, les organisations professionnelles. Nul n'est investi d'un pouvoir éternel et respectons-nous, comprenons-nous.
La radio, comme tout média, joue un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et la lutte pour la justice sociale. Prendre des décisions sans consulter les acteurs concernés risque de nuire à ce noble rôle. Ainsi, en cette journée internationale de la radio, il est essentiel de se rappeler que le soutien à ces médias doit être constant et concret, non seulement par des déclarations de principe, mais aussi par des actions qui assurent sa pérennisation et son indépendance. Déjà annoncé dans les titres des marchés brûlés à Massina, ces étangs renfermés dans leurs chambres ou dans les buissons derrière les villages que les habitants des villages de Bolibana, Kayo et Goursi ont passé la nuit du 12 au 13 février 2025 dans la commune rurale de Kolongo, Toumon, cercle de Massina. Ils ont ainsi fui les terroristes qui sont venus mettre le feu à leur marché et enlever des animaux. Amadou Diarra. Selon nos confrères de Ségou TV, c'est aux environs de 21h moins que les hommes armés non identifiés, venus en grand nombre sur les motos, ont mis le feu et enflammé tout le marché hebdomadaire du village, qui se tient à chaque dimanche. Non seulement des hangars brûlés, mais aussi certaines boutiques aux alentours et certains engins à 2 roues ont été touchés. Tout est parti en fumée. Pendant ce temps, d'autres hommes armés sont rentrés à Kayo, où le même acte barbare a été posé contre certaines boutiques et hangars au bord du goudron. Dans un autre village, l'Élégré, 2 véhicules voitures personnelles ont été aussi incendiés. Plus d'une 50aine têtes de bœufs ont été enlevées à Goursi. Malheureusement, aucune perte en vue humaine n'a été signalée. Dans la même journée de ce jeudi, 13 février 2025, jusqu'aux environs de 10 heures, la plupart des boutiques étaient restées fermées et les gros porteurs ont quitté leur lieu de stationnement à Bolibana par crainte de représailles des terroristes. Migration irrégulière, plus de 400 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako courant le mois de février 2025. Le dernier convoi de ces migrants est arrivé ce jeudi 13 février 2025 à Bamako. Ces migrants maliens en provenance du Niger et de l'Algérie ont été accueillis à Bamako par les autorités et des organisations chargées des questions migratoires dans notre pays. Les détails avec Ouidraogo Maimouna. Le retour volontaire des migrants maliens en situation de détresse est organisé par l'État malien et son partenaire OIM, Organisation internationale pour la migration. Rien qu'en février 2025, 442 migrants maliens ont regagné le pays, soit en provenance du Niger ou d'Algérie. Les derniers convois, 147 migrants de retour volontaire en provenance d'Algérie, est arrivé par vol affrété par l'OIM en partenariat avec le gouvernement malien ce 13 février 2025. Le mardi dernier, 148 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako en provenance de Jinder, Niger. Le 4 février dernier, 147 compatriotes migrants de retour volontaire du Niger, dont des femmes et des enfants mineurs, sont arrivés au Mali. Ces informations ont été données par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset biblique. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée. À bientôt.